Alors, euh, d'accord. Merci beaucoup à tous pour votre présence. Donc, je m'appelle Elijah Tamsir Bamidjan. De formation, je suis data scientist. Alors, je suis également le directeur adjoint de WA Company, SAS. Nous sommes très contents. Vous m'entendez? Alors, nous sommes très contents aujourd'hui de vous accueillir nombreux dans le cadre des activités de la plateforme nationale d'e-commerce, boutique 221. Donc, qui est une plateforme qui est à l'initiative de l'État du Sénégal à travers le ministère du Commerce, de la consommation et des petites et moyennes entreprises. Une approche de capitalisation a permis le démarrage de la phase 1 du projet de plateforme de e-commerce au Sénégal à travers toutes ces composantes collaboratives, donc inclusives, aussi technologiques, avec l'appui financier du ministère du Commerce et des PME. Alors, pour dire que la plateforme est mise à la disposition des commerçants, des artisans et des producteurs locaux. Les informations, les outils qui leur permettront de vendre en ligne en réalité, de recevoir des paiements en ligne et de livrer les marchandises. Alors, la mise en place de cette plateforme nationale d'e-commerce est pilotée techniquement par Gaïndé Demi, qui est désigné comme l'opérateur provisoire par le ministère. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de ces activités pour promouvoir la plateforme, nous allons faire un panel qui porte sur l'efficacité d'une stratégie de marketing digital. Donc, pour le public, si vous voulez savoir comment développer une stratégie de marketing digital, donc efficace pour votre boutique en ligne, alors sachez que vous êtes au bon endroit parce que nos experts tout à l'heure vont prendre la parole et que l'élaboration d'une stratégie de marketing digital ne sera plus un secret pour vous. Et surtout aussi, n'hésitez pas à poser des questions au niveau de la discussion et qu'à la fin du webinaire aussi, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Aussi, dites aussi en commentaire votre nom, prénom et ce que vous faites actuellement. Ouais. Alors, bon, sans plus tarder, nous allons peut-être passer la parole à nos chers panélistes pour qu'ils puissent se présenter. Donc, je vais commencer par Monsieur Kevin, hein, Monsieur Kevin Onamena, qui est un consultant en digital business. Donc, Monsieur Kevin, vous avez la parole. Merci, Elijah Tamsir. Bonjour à tous, je suis Kevin Onanena, spécialiste en digital business. J'accompagne les entreprises, les entrepreneurs dans leur développement stratégique, aussi bien sur le plan communication que marketing digital, mais également sur le point de branding de la marque. On sait aujourd'hui que le digital est un pôle très concurrentiel. Donc, il est important de se démarquer par parfois son branding et tout ce qui va avec. Donc, voilà, j'accompagne les entreprises dans tous ces aspects-là et je me ferai un plaisir aujourd'hui de contribuer avec l'ensemble des panélistes qui sont là pour ce webinaire. Merci. D'accord, merci beaucoup. Merci pour la présentation. Donc, je m'en vais passer la parole à M. Issa Ndegen, qui est aussi un digital marketing spécialiste aussi. Donc, M. Ndegen. Bonjour à tous, bonjour monsieur Tamsir, merci pour la parole. Moi c'est Issa Nyegen. En effet, je suis spécialiste en marketing numérique. Ça fait maintenant 8 ans que je travaille dans le marketing numérique. J'ai travaillé au Sénégal pendant 5 ans et au Québec maintenant pendant 3 ans. Je, j'ai, je suis passé par tous les 10 ans, un peu tous les métiers du digital, en SEO, en SEM, en, en social media, en trafic acquisition et tout ce qui est conversion et tout ce qui est marketing de contenu, content marketing.
J'ai accompagné de nombreuses entreprises aussi. J'ai autant travaillé en agence que du côté de l'annonceur. Euh, et j'ai aussi travaillé en consultance. Donc, voilà, c'est- voilà, en somme, c'est mon parcours. Je suis diplômé en marketing et ensuite, je me suis spécialisé en marketing numérique dans lequel je travaille depuis maintenant. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Ndjegen. Bon, si vous voulez, ainsi je vous donne la parole, vous pouvez allumer votre caméra. Comme Pas de ça, problème. voilà, les auditeurs vont le reconnaître. Alors, je m'en vais aussi passer la parole à monsieur Sayer Gueye, Pape Sayer Gueye de Boutique Sénégal. Donc, monsieur Gueye, vous avez la parole. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Pape Sayer Gueye. Je suis CEO et cofondateur d'une plateforme qui s'appelle Boutique Sénégal, qui est un annuaire de boutiques en ligne où on accompagne aujourd'hui près de 1000 boutiques qui sont vraiment dans la vente en ligne, ou des acteurs qui étaient dans le commerce général, mais qui sont maintenant dans la digitalisation et qui essaient vraiment d'augmenter leur zone de chalandise. Donc, moi, vraiment, pour une petite présentation, hein, je pense que j'ai eu à faire comment dire, un MBA en marketing et j'ai une expérience, on va dire, de 5 années en gestion, on va dire, de boutique en ligne. Donc, moi, je vais être beaucoup plus spécialisé sur les personnes qui sont dans le social selling et qui font de la vente en ligne, justement, sur les réseaux sociaux. Donc, si c'est juste une petite présentation brève. Voilà. D'accord, merci beaucoup, monsieur Gueye. Alors, nous allons donner la parole à Madame Lorraine Diagne aussi, qui est la coordonnatrice du programme de African Alliance for the E-commerce. Donc, Madame Diagne, vous avez la parole. Bonjour, Monsieur Dia, bonjour, chers panélistes, chers participants. Alors, Monsieur Dia, je vais vous taquiner parce qu'en tant qu'une Dianienne, je vais pas assumer à cause d'une baisse de forme ma vidéo. Donc, alors, Ok. moi, je suis produit de l'ESP, l'École supérieure polytechnique, plus précisément dans le département de marketing et management des organisations. Je suis actuellement coordonnatrice au niveau de l'Alliance africaine pour le commerce électronique. Alors, l'Alliance est une association panafricaine à but non lucratif qui fait la promotion du commerce digital. Donc, nous sensibilisons les États africains sur la mise en place des guichets uniques du commerce extérieur. Donc, j'y suis depuis 2012 et nous avons des activités à travers le continent sur la sensibilisation et la mise en œuvre des guichets uniques. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, hein. En tout cas, vous avez des profils qui sont vraiment très bien. Donc, vos parcours aussi sont aussi intéressants les uns les autres. Donc, c'est très inspirant, en tout cas, pour nous qui suivons et surtout pour la jeunesse aussi. Alors, aujourd'hui, on voudrait parler de tout ce qui est stratégie de mise en place pour le commerce en ligne, donc pour une stratégie qui sera efficace pour le marketing digital. Alors, je m'avais peut-être posé la première question à M. Djegen. Donc, M. Djegen, donc, vu qu'on parle de stratégie, donc je voulais vous demander quels sont les éléments clés d'une bonne stratégie de marketing digital pour une boutique en ligne. Les éléments clés pour une bonne stratégie, il y en a plein, mais j'en ai identifié 7 compte tenu de mon expérience. Je dirais que il faut d'abord définir sa cible. Il faut d'abord savoir en fonction des produits qu'on vend, en fonction de sa plateforme, c'est quoi sa cible et à qui on le vend. Et voilà, les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par les produits. Il faut ensuite mettre en place le contenu, la bonne stratégie de contenu pour essayer de voir, pour essayer d'atteindre sa cible, au fait. Et tout simplement,
il faut que le contenu reflète la marque, reflète un peu les produits que vous avez. Et il faut clairement définir aussi le contenu que vous allez utiliser en fonction de la plateforme. Parce que les contenus ne sont pas les mêmes. Actuellement, je travaille pour une plateforme, pour une section e-commerce d'une marque. Et on constate que on n'utilise pas les mêmes sortes de contenus pour chaque plateforme qu'on fait, en fait, qu'on utilise. Bien sûr, il faut utiliser les réseaux sociaux, mais savoir comment les utiliser, c'est voir dans quelle plateforme on a plus de chances de convertir, que ce soit Facebook, Instagram, mais historiquement, on dirait qu'on convertit plus sur Facebook et sur Instagram. TikTok vient de se lancer dans le e-commerce, mais la conversion n'est pas encore ça. Je dirais aussi faire de la publicité en ligne. Pour moi, c'est le point le plus essentiel. Certains aimeraient passer par du SEO, mais avec le SEO, on passe plus de temps pour pouvoir atteindre sa cible. Et dans une plateforme de e-commerce, on a besoin de résultats assez immédiats. Donc, le SEM est assez essentiel et les publicités social médias sont assez essentielles. Mais avec toutes les plateformes de réseaux sociaux, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Donc, il faut clairement définir sur quels réseaux sociaux vous allez lancer et faire une bonne stratégie de publicité en ligne sur Bing, sur Google Ads, qui est essentiel pour ça, et sur Facebook globalement. Définir une bonne expérience utilisateur, c'est assez essentiel parce que votre plateforme, une fois que vous allez lancer votre publicité, une fois que vous allez faire votre stratégie de trafic pour attirer vos clients, une fois que vous allez définir vos cibles et que vous allez clairement lancer tout ce qui est votre stratégie de trafic pour ramener du trafic qui a été bien défini, il faut bien que votre site convertisse. Et l'expérience utilisateur est essentielle. Si vous avez une page de destination qui ne convertit pas, vous pouvez envoyer autant de personnes que vous voulez sur votre plateforme et vous n'allez pas convertir. Et vous allez voir que vos indicateurs clés comme le taux de rebond sont énormes, le taux de conversion sera vraiment bas et vous comprendrez que votre expérience utilisateur, c'est pas ça. Utiliser le marketing, le sixième point clé, je dirais que c'est le marketing et l'emailing. C'est essentiel parce qu'il faut lancer de bonnes séquences d'emails pour pouvoir remarketer clairement sa cible. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas compter que sur la publicité en ligne, sinon il y a beaucoup de coûts, alors que votre audience, vous pouvez le conserver assez facilement dans le CRM que vous allez utiliser et lancer des séquences d'emails, et en plus c'est gratuit. Il faut juste augmenter votre base d'email et puis clairement le segmenter. Et une fois que vous aurez de bonnes séquences d'emails, vous pourrez lancer des abandonment cards ou bien des welcome emails pour pouvoir clairement lancer des campagnes de conversion. C'est assez essentiel. Et ce qui est bon avec l'emailing, c'est que vous avez toujours un ROAS positif vu que vous l'utilisez. Vous n'avez pas vraiment de budget défini, à part pour acheter la plateforme. Une fois que vous avez une bonne liste d'emails, vous convertissez et une bonne séquence d'emails et de bonnes automations surtout, vous convertissez à coup sûr. Et le dernier point, c'est le SEO. Peut-être que je vais en faire qui est certain, mais le SEO, pour moi, dans une plateforme de commerce en ligne, ça vient avec le temps. Parce que, ayant fait du content marketing et ayant pris en charge plusieurs fois le SEO, je sais que le SEO, ça met un peu de temps à venir,
et on a besoin de conversion assez immédiate dans une plateforme de commerce en ligne. Donc, le SEO viendra avec le temps, mais ce sera un de vos éléments clés de conversion avec le temps, en fait, mais pas dans l'immédiat. Donc, vous devez compter sur ça dans une stratégie à long terme, mais pas dans une stratégie à court ni à moyen terme. Donc, travailler son SEO, c'est bien pour pouvoir avoir des conversions, pour pouvoir convertir clairement, mais dans le temps. Mais ne pas se dire que je vais lancer ma boutique de commerce en ligne et que je vais maximiser dans le SEO pour avoir des résultats assez immédiats. Donc, voilà les points clés que je définis. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, à la question, vous avez très bien répondu et très clairement aussi. Donc, si on retient bien, alors, donc, pour une stratégie efficace, d'accord, de marketing digital, donc, il nous faut bien cibler en fait. Donc, nos cibles doivent être bien définies, claires et tout. Donc, le contenu aussi doit être de qualité. Donc, je pense que c'est ça le deuxième point. Et après aussi, l'expérience aussi utilisateur, il faudrait l'optimiser pour que voilà, les gens ne viennent pas et puis repartent. Donc, le taux de rebond qui sera assez faible. Donc, l'utilisation aussi des réseaux sociaux, peut-être le emailing, aussi le CEO. Et vous avez aussi parlé du SEO. Donc, d'ailleurs, c'est l'objet d'ailleurs de ma question que je vais poser peut-être à M. Gaye. Donc, M. Gaye, je voulais vous demander, comme l'a dit tout à l'heure M. Ndiaye, le CEO, il en a parlé. Donc, comment améliorer le référencement naturel, donc ce qu'on appelle le SEO, d'une boutique en ligne pour attirer en réalité plus de clients? D'accord, bah, c'est une excellente question. Et maintenant, ça dépend. Tout va dépendre parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si on est dans le cadre du Sénégal, on va dire que le gros de la vente en ligne ne passe pas justement par les sites web. Donc, le gros de la vente en ligne va passer sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp et qui va faire que même malheureusement, les personnes qui vont avoir des sites Internet vont vraiment être fatiguées en fait, dans tout ce qui va être SEO, ECM, en fait, pour pouvoir attirer du trafic. Parce que ce qu'on remarque en fait, durant ces dernières années-là, c'est qu'en fait, un site web n'est plus un outil vraiment pour, ou en tout cas un site e-commerce au Sénégal n'est plus un outil pour gagner de la visibilité. C'est vraiment un outil pour pouvoir permettre de, de, d'automatiser son parcours client. C'est-à-dire donc faire en sorte que maintenant mes clients ils peuvent venir directement sur mon site internet, commander et que ça aille beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. On n'est pas dans un système où vraiment le site internet est là pour t'amener de la visibilité au début. Et c'est pour ça que peu importe les techniques de SEO que vous faites, sachant que le SEO est assez long à se mettre en place, vous allez toujours devoir le combler avec un peu de SEM ou un petit peu de réseaux sociaux et vous allez essayer de mettre une stratégie. Vous allez faire en sorte que justement vos différents réseaux sociaux que vous allez avoir vont tous être, on va dire, un catalyseur qui va permettre d'augmenter on va dire, la visibilité du site. Mais nous, ce qu'on conseille vraiment aux e-commerçants et aux acteurs qui commencent et qui se lancent dans la vente en ligne, c'est d'abord de faire en sorte de développer son SEO naturel. Enfin, c'est vraiment son référencement naturel, d'être déjà visible sur soi. C'est-à-dire que quand on recherche ma boutique ou ma boutique, en tout cas, qu'on puisse d'abord la retrouver, faire en sorte de pouvoir être d'abord présent sur un petit peu tous les réseaux sociaux qui va permettre que quand on va chercher notre nom, de faire en sorte que sur la première page de Google, par exemple, ou Bing, toute la première page, par exemple, soit dédiée à votre boutique. Comment ça se fait? Ça va être en créant une page Instagram, en créant une page Facebook, en créant un compte LinkedIn et aussi en allant s'inscrire, par exemple, dans des annuaires ou dans des sites qui vont pouvoir, en fait, créer votre premier réseau de backlink. Et ça va être la première étape vraiment pour pouvoir développer son SEO. Ok, d'accord. Donc, merci beaucoup aussi pour votre réponse. Alors, donc, le SEO, ce n'est pas facile à mettre en place, c'est ce qu'on va retenir. Donc, il faudrait donc à cela ajouter les pages aussi au niveau des réseaux sociaux. Et puis, comme ça, peut-être que si quelqu'un tape le nom d'un article ou bien d'un produit, peut-être que vous aurez la chance que
vos produits puissent apparaître en première page de Google, bien de bien comme vous l'avez dit. D'accord. Ouais. Mhm. Le plus simple pour ça, hein, le plus simple pour ça, c'est de créer son Google établissement, donc d'aller sur Google et de créer, on va dire, sa fiche technique qui montre que votre entreprise existe ou votre boutique existe. On y réfère vos photos, vos produits, vos informations, votre numéro de téléphone. Ce qui permet que quand on cherche le nom, vous puissiez avoir le petit carré qui est Mhm. normalement quand on est sur Google ou sur Bing, sachant que Google, maintenant, vous pouvez directement transférer votre Google Fish Map, vous pouvez directement la transférer sur Bing et vous allez avoir le même résultat. Ok, d'accord, merci beaucoup. Alors, je vais m'adresser à M. Kevin Onanena. Donc, M. Kevin, je voulais vous demander comment adapter en réalité sa stratégie de marketing digital, donc en fonction de son marché, en fait, de son public cible. Alors, comme l'a dit, excusez-moi, j'essaye d'activer ma caméra. Super. Comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Ndjegeni, ça tient sur certains points. Alors, j'en ai recensé quelques-uns que je vais partager avec vous. Pour ma part, en tout cas, je pense que dans un premier temps, il est nécessaire de faire une étude approfondie de marché. Super important, dans le sens où avant de commencer toute stratégie, je pense qu'il est important de comprendre d'abord sur quel marché on se lance. Il faut comprendre, il faut essayer il est important de comprendre et d'étudier les tendances actuelles de votre marché. Est-ce que votre produit, le produit que vous voulez peut-être commercialiser, est-ce qu'il en existe déjà? Est-ce qu'il est considéré comme un produit de substitution ou est-ce qu'il est considéré comme un produit nouveau? Alors, tous ces détails permettront derrière de peut-être mettre en place une stratégie peut-être mieux adaptée aux produits qu'on veut vendre ici. Ensuite, pour moi, il est important de définir votre cible. Comment identifier la cible publique en fonction de votre marché, en se posant certaines questions telles que qui sont vos clients potentiels. On sait très bien qu'aujourd'hui, un produit X ne va pas forcément attirer l'attention de tout le monde, mais aujourd'hui, c'est qui, quand vous mettez ce produit sur le marché, à qui est-ce que vous voulez le vendre? Très important. Quels sont les besoins de ces clients-là? C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que votre produit répond à ce besoin? Leurs préférences et leur comportement en ligne, qu'en est-il? Est-ce que parce que c'est facile de dire aujourd'hui, on va mettre une stratégie digitale en place et tout, mais est-ce que votre produit, est-ce que pour la vente de votre produit, c'est forcément le commerce en ligne qui est adéquat pour ce produit-là? Donc, c'est des questions dans l'étude de marché qu'il faut se poser et auxquelles il faut essayer d'avoir des réponses correctes avant de pouvoir mettre réellement en place sa stratégie. Ensuite, en troisième point, je dirais qu'il est important de créer une image de marque cohérente. Ça, c'est le branding. Si je prends un exemple tout banal, aujourd'hui, si vous décidez de mettre, de vendre peut-être une chaussure made in Sénégal, il est possible que vous trouviez plusieurs autres entrepreneurs qui sont dans la même démarche que vous. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils font le même produit que vous. Donc, aujourd'hui, la question qui va se poser, ça va être de savoir quelle est l'image de votre marque? À qui s'adresse votre produit, par exemple? Est-ce que c'est un produit, par exemple, pour une classe plus ou moins élevée? Est-ce que c'est un produit pour un produit de masse? Donc, ce sont ces questions-là auxquelles, une fois que vous avez des réponses, vous pouvez définir clairement votre identité de marque. Alors, ici, on dira que les réseaux sociaux sont, par exemple, des canaux de marketing très importants pour les boutiques en ligne à ce niveau. Excusez-moi, je me suis un peu dans mes notes. Voilà. Votre image doit correspondre à votre marché quand on parle de branding. Alors, il est important de choisir, par exemple, selon le type de produit que vous vendez, selon le branding que vous avez décidé, vos couleurs, par exemple, vos couleurs, le ton de votre discussion. Est-ce que, par exemple, si on prend un exemple, quand vous faites peut-être de l'agroalimentaire en ligne, est-ce que vous allez plutôt partir sur du vert plutôt que sur peut-être du noir? C'est important parce que peut-être le vert renvoie beaucoup plus aux produits alimentaires. Ça peut être comme par exemple les mangues ou les salades ou ce genre de trucs.
tandis que peut-être le noir n'est pas forcément la couleur la mieux adéquate pour celui qui veut se mettre dans la vente de produits peut-être agroalimentaires. Ensuite, ce qui est important comme quatrième point, ce sera de choisir les canaux marketing appropriés. Je pense que M. Ndiéguène en a un peu parlé tout à l'heure. Il est important aujourd'hui de savoir sur quels réseaux sociaux vous allez trouver, vous êtes plus susceptible de trouver votre cible. C'est vrai qu'il existe les principaux réseaux sociaux que nous tous nous connaissons, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, mais est-ce que votre produit aujourd'hui est plus destiné aux professionnels? Qu'on pourrait dire qu'on peut peut-être beaucoup plus trouver sur LinkedIn, voire Twitter. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus un produit de masse? On pourra peut-être dire aujourd'hui, on privilégie peut-être une stratégie sur Facebook et sur Instagram, et voire TikTok, une fois de plus, comme l'a mentionné M. Ndiéguène, qui commence aujourd'hui à se mettre en place, ou alors même voir des réseaux sociaux comme Snapchat. Donc, il est super important de savoir sur quels réseaux sociaux on va pouvoir trouver notre cible. En sixième point, il y a la création du contenu. Il est primordial aujourd'hui, et c'est un point malheureusement qui est encore très peu valorisé dans tout ce qui est e-commerce et plus globalement communication digitale. Il est important de créer un contenu pertinent. Pourquoi? Parce que il faut créer des contenus qui répondent aux besoins et aux intérêts de votre public cible. Les contenus doivent être pertinents, informatifs et engageants. Si vous avez un contenu aujourd'hui monotone, il est possible qu'il ne mette pas suffisamment en valeur votre produit. Il est possible qu'il ne donne pas forcément les descriptifs adéquats qui vont avec votre produit. Alors que ce sont ces petites informations, ces petits détails qui peuvent faire la différence parmi, une fois de plus, dans un marché ultra concurrentiel. Enfin, il y a la présence sur les réseaux sociaux qui est importante. Il faut être sur les réseaux sociaux, il faut choisir les réseaux sociaux, il faut produire un contenu pertinent sur chaque réseau social, mais aussi, il ne faut jamais oublier un point très important, c'est d'analyser les données qui sont produites sur vos réseaux sociaux. Ça vous permettra de savoir notamment, par exemple, quels réseaux sociaux fonctionnent le mieux par rapport à votre communication, voir comment adapter ou réadapter votre communication sur X ou Y réseau social. Donc, je pense qu'une fois qu'on a répondu à ces 7 points-là, qui sont, on pourrait ajouter d'autres, mais qui sont, à mon sens, assez fondamentaux. Une fois qu'on a répondu à ces questions-là, on est sur la bonne voie pour pour trouver comment mettre en place la stratégie de marketing digital pour votre boutique en ligne. Et celle-ci en fonction de votre marché cible. OK, d'accord, merci beaucoup. En tout cas, c'est très clair. Alors, donc, pour bien adapter sa stratégie en fonction de sa cible, donc, il faudrait, si on comprend bien définir la cible, les identifier, donc, bien demander aussi, faire une prospection et savoir quels sont les besoins des clients. Donc, de préférence, donc, travailler aussi sur son image de marque au niveau de sa boutique, d'accord, les couleurs, etc. Donc, ce que vous appelez branding. Donc, choisir aussi les réseaux sociaux, donc avec des contenus pertinents, donc informatifs, et aussi qui vont faire participer aussi les clients. Alors, vous avez aussi parlé aussi de l'analyse aussi des données qui sont issues des réseaux sociaux ou bien de sa boutique de manière générale. Donc, c'est pour cela que je vais dans ce sens-là poser la question à Madame Diagne, donc qui parle d'analyse de données, parle de sécurité des données en réalité. Donc, Madame Diagne, je voulais vous demander comment faire parce que quand on collecte les données aussi, il faudrait que les clients aient confiance à ce que vous faites de leurs données. Donc, comment améliorer la sécurité d'une boutique en ligne, donc pour renforcer la confiance des clients? Absolument, Monsieur Dian. Donc, déjà, j'ai bien retenu certaines recommandations des précédents panélistes. Et oui, c'est important d'être visible avec un bon référencement. Oui, c'est important de bien cibler sa clientèle. Tout ceci est très important, diront bien capital. Mais nous constatons que certaines boutiques en ligne
ont tendance à reléguer au second plan la sécurité. Et ceci constitue une erreur fondamentale, puisque 32% des cyberattaques annuelles visent les boutiques en ligne et 60% d'entre elles mettent la clé malheureusement sous la porte 6 mois après l'attaque. Et vous avez certainement constaté que depuis la crise de COVID-19, particulièrement le nombre de sites de e-commerce ne cesse de croître. Et logiquement, les cyberattaques aussi, en particulier pour les commerçants les plus modestes, surtout pour les PME, les boutiques en ligne qui viennent de démarrer leur business et qui, n'ayant pas suffisamment protégé leurs sites et leurs données pour des raisons diverses. Certaines boutiques vont vous parler un peu de l'aspect investissement. Et comme nous le savons tous, en cas d'attaque, vous ne perdez pas seulement de l'argent, nous le savons bien, mais vous perdez la confiance des acheteurs. Donc, cela dit, renforcer la sécurité d'une boutique en ligne est indispensable pour entretenir une relation de confiance avec vos clients. Et pour ce faire, une boutique en ligne doit nécessairement sélectionner une plateforme e-commerce qui soit fiable et un hébergement sécurisé pour éviter, bien entendu, les failles de sécurité et aussi pouvoir avoir un hébergeur qui puisse vous permettre d'avoir un backup afin de restaurer vos données en cas de piratage. Et nous pouvons également citer en deuxième lieu le fait de garder son site de e-commerce à jour en installant régulièrement les dernières mises à jour et correctifs, puisque les mises à jour de CMS et d'outils commerce sont indispensables à la sécurité du site. Et nous le savons tous, les hackers sauront facilement trouver les imperfections dans le code, surtout si vous utilisez un système ouvert, très répandu comme WordPress ou tout autre système de gestion de contenu open source. Alors, ce qu'on peut également dire en troisième lieu, c'est de tester régulièrement la sécurité de votre site. Une fois que vous avez choisi votre module de paiement et que vous êtes à jour sur les exigences de données de paiement, vous pouvez vérifier si le site, tout le process du site reste en HTTPS. Donc, ceci est très important et également sécuriser les données de vos clients en leur imposant des mots de passe complexes. Nous avons tous vécu des expériences pareilles ou sur des sites de boutiques en ligne, on nous demande tout le temps de rendre davantage complexe le mot de passe. Et ceci permet de vraiment protéger les données personnelles, les numéros de carte de crédit, les dates d'expiration, etc. après chaque passage du client. Donc, une composante également qui paraît très importante, c'est de procéder toujours à un audit de sa plateforme, du moment que des fois des mises à jour et modifications sont faites par les parties prenantes. Il faut impérativement instaurer un système de veille sécurité et souvent effectuer des audits permanents afin d'anticiper les éventuelles attaques. Nous le savons tous, les sites de e-commerce utilisent des fois des plugins téléchargés sur le web et nous savons tous qu'aujourd'hui, les hackers passent par l'utilisation de ces plugins ouverts afin de pouvoir procéder à leur forfait. Donc, pour l'instant, je m'en arrête là, cher modérateur, comme le temps nous est compté. Nous allons revenir également tout à l'heure en détail sur certains aspects. Merci. Oui, d'accord, merci beaucoup. Donc, là, on retient que c'est important de veiller à la sécurité de son site. Alors, donc, par rapport à la fiabilité, donc, trouver aussi un bon hébergeur et être à jour aussi. Donc, à chaque fois qu'il y a des mises à jour, donc, il faudrait les faire pour pouvoir avoir toutes les garanties en réalité. Donc, vous faites aussi ce qu'on appelle la veille sécuritaire. D'accord, Madame Diagne, merci beaucoup. Alors, bon, il y a... Oui. Tamsir, nous avons des questions sur la partie questions-réponses et des mains levées. Je ne sais pas comment vous voulez procéder en tant que modérateur.
Oui, oui, bon, on peut répondre à ces questions. Bon, il y a quelqu'un qui demande c'est quoi le SEO? Donc, je peux laisser à M. Ndegen. Je pense que tout à l'heure, il en avait parlé. Euh, oui. Le SEO, c'est juste le référencement naturel pour aller très, très simplement. C'est juste, euh, dans le marketing digital, vous avez deux volets de trafic. Vous avez le trafic organique et le trafic payant. Donc, le trafic payant, c'est le trafic que vous allez payer, tout simplement, en lançant des campagnes peut-être sur Google, des campagnes de publicité sur Google ou des campagnes sociales de publicité sur Facebook, sur TikTok, par exemple. Ce trafic, c'est du trafic payant, c'est du trafic que vous avez payé. Dans votre outil de mesure, d'analyse, il va déterminer que c'est du trafic payant. Et il y a le trafic qui est organique, c'est le trafic qui est gratuit. Généralement, tout le trafic qui est gratuit, le trafic pour lequel vous n'avez pas payé, généralement, tout ce qui est organique, on peut considérer que c'est du SEO parce que ça fait partie de votre stratégie 360 de SEO. Le SEO, souvent, on le détermine en se disant que c'est juste apparaître dans les top recherches de Google, mais c'est pas juste ça, parce que c'est complet, au fait. Ça va aussi de votre stratégie de contenu, de votre stratégie social media à votre stratégie de référencement. Mais si on doit être plus basique, disons que c'est toutes les techniques qui impliquent d'apparaître dans les résultats de recherche en top niveau. D'apparaître dans les premiers résultats de recherche sans avoir payé de l'argent. Parce que vous pouvez apparaître dans les premiers résultats de recherche de Google ou de Bing en ayant tout simplement lancé une campagne de search, par exemple. Donc, je n'ai pas payé de campagne de search, mais je veux apparaître. Donc, toutes les techniques qui ont été expliquées par M. Gay tout à l'heure impliquent justement d'être dans les top résultats de recherche. Et vous pouvez aussi avoir du trafic organique mais ce trafic organique, ça est déterminé par les robots de Google, par la qualité de votre contenu sur votre site web, par la vitesse de votre site web, par justement la sécurité de votre site web. On en a parlé tout de suite, il n'y a pas longtemps, par votre trafic et justement ce qui implique d'envoyer du trafic à travers vos réseaux sociaux. Ou bien du trafic à travers l'emailing. Justement, ces différents canaux permettent justement aux différents robots qui vont analyser votre site web de se dire, il a du bon trafic, il a du bon contenu, son site est sécurisé, son site est rapide, et son site est bon et il est pertinent. Par exemple, il est pertinent par rapport à ce qu'il a affiché. Par exemple, si vous dites que vous avez un site si vous dites que vous avez un site d'information en ligne, mais que vous faites du e-commerce dessus, vous avez dit que vous faites une chose, mais ce n'est pas le contenu qu'on retrouve. Donc, si vous avez le contenu pertinent pour lequel vous avez créé votre site web, aussi, ça permet d'être déterminé. Bien sûr, il y a d'autres techniques comme les backlinks dont on a parlé, comme les balises méta. Ça, maintenant, ça rentre dans des compliqués. On n'a pas le temps d'aller dans tout ça. Mais sachez que c'est du trafic organique. Le SEO, c'est tout ce qui est trafic organique, le trafic que vous n'avez pas payé. Et voilà, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Je pense que la réponse est assez claire et ça permettra aussi de mieux comprendre la notion de SEO. Alors, il y a une deuxième question. Donc, il y a quelqu'un qui demande quel CRM gratuit recommandez-vous pour lancer des campagnes de remarketing efficaces? Donc, celui qui voudrait répondre, M. Kay, il y a M. Kevin. Alors, quel outil gratuit utiliser pour lancer des campagnes de marketing? Je dirais que le plus populaire, c'est sans doute le Google Ads. Aujourd'hui, via Google Ads ou
même Facebook Ads, vous pouvez lancer des campagnes de remarketing de façon gratuite. Ok, d'accord, merci beaucoup. Pour compléter, je pense que quand on Je- parle CRM, Mhm. il parle plus de, je pense qu'il demande plus un outil. Donc, je lui proposerais plus quelque chose comme HubSpot, où il pourrait justement avoir une vision 360 degrés de toute sa stratégie, en fait, de pouvoir mettre ces différentes actions. Et même hein, en allant plus loin, il pourrait même un Trello pourrait suffire, en fait, pour pouvoir juste savoir les différentes actions qu'on a fait et comment vraiment mieux orienter telle ou telle chose en ayant bien sûr et en fait un bilan justement des différentes actions et voir quelle action a été la plus efficace, laquelle a amené le plus de trafic et laquelle a amené le plus de trafic qui a après été converti en vente. Parce que je pense que c'est ça le plus important. On a du trafic aujourd'hui qui finalement, pour qu'il ressorte automatiquement du site, c'est pas ça qu'on veut et je pense que c'est des choses qui se voient avec le taux de rebond. Donc, ce qui est le plus important, c'est d'amener du trafic qui au final après va être reconverti. Et je pense qu'un outil comme HubSpot peut aider dans ça, savoir d'où est-ce que le meilleur trafic est venu et après essayer de programmer des choses automatiques. Alors, HubSpot, c'est vrai que c'est un outil, d'ailleurs, sûrement le plus puissant dans ce domaine-là, mais en réalité, HubSpot n'a qu'une partie qui est gratuite. Généralement, quand on veut pouvoir l'exploiter pour avoir des données beaucoup plus poussées, notamment sur le plan commercial, il commence à devenir payant. Donc, je ne sais pas si peut-être si la seule partie gratuite aujourd'hui peut permettre, en fonction de l'utilisation et de votre besoin, est-ce qu'il vous permettra aujourd'hui de mener des campagnes de remarketing efficaces? C'est possible, mais il faudrait avoir peut-être des connaissances assez poussées dans ce domaine-là. C'est la raison pour laquelle je me suis limité sur tout ce qui est Google Ads déjà dans un premier temps et Facebook Ads. Mais effectivement, HubSpot, c'est un outil, c'est l'outil d'ailleurs par excellence pour le remarketing. Si je peux me permettre, Allez-y, monsieur Nigo. Comme oui, ça, on va finir Google rapidement. Ads et Facebook Ads, c'est des outils de SCM. Ouais. Donc, j'irais plus dans le HubSpot, effectivement. Mais c'est vrai que ça devient payant à un Et certain oui, moment. à un moment donné. Donc, Mailchimp est une bonne solution Mhm. aussi. Mais sachez que tous les outils gratuits finissent par devenir payants à partir Mhm. du moment où vous utilisez. Si vous êtes novice, utilisez du Mailchimp. C'est assez simple. Vous pouvez bâtir votre CRM assez simplement. Et à partir du moment où vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller justement avec des outils comme HubSpot qui sont justement l'un des top CRM. Mais vous pouvez utiliser du Mailchimp aussi, du HubSpot. Mais voilà. Mhm. D'accord, merci beaucoup. Donc, il y a des outils qui sont gratuits et d'autres, à un moment donné aussi, il faudrait payer pour pouvoir accéder à certaines fonctionnalités. Donc, si on retient bien. Alors, merci beaucoup. Il y a Madame Fatou Mbot de la GIE La Casamançaise, donc, qui demande quelle est la stratégie la mieux adaptée pour vendre. Donc, sûrement, c'est leur produit parce qu'il dit que l'emballage et l'étiquetage qui respectent les normes internationales font défaut. Donc, à défaut des emballages peut-être qui sont aux normes internationales. Donc, comment peut-elle adapter sa stratégie donc, pour mieux vendre? Si je comprends bien, c'est ça sa question. Alors, où est la gagnante? Elle est là, monsieur Dia. C'est le Ramadan, Hana. Ah oui, ah oui. C'est vous qui avez réuni autour de votre plateforme une dernière et des jingles. Donc, Ah, c'est le Ramadan. ah. Alors, donc, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à cette question.
En fait, c'est que sa question, elle est pas complète. Il y a Oui, que elle dit donc c'est une GIE, la Casamance, notre fierté. Quelle est la stratégie adoptée pour mieux vendre si on sait que l'emballage et l'étiquetage respectent les normes internationales font défaut? Donc, mhm. quand elle Bon, dit, il y a des entreprises ici qui sont au Sénégal qui exportent, mais après maintenant, à savoir où est-ce qu'elle veut exporter. Est-ce qu'elle veut exporter, est-ce qu'elle veut faire de la vente directe ou est-ce qu'elle veut passer par des revendeurs, donc être sur des marchés de haute distribution, par exemple, en France ou dans d'autres pays. Et je pense que ça pourrait être une bonne expérience pour elle d'abord de se rapprocher des entreprises comme Auchan, Casino et les différents supermarchés qui sont déjà présents en fait au Sénégal. Ça va lui permettre déjà d'avoir une première expérience en fait sur tout ce qui va être étiquetage, emballage et un début de respect de normes pour qu'ensuite, quand elle va aller vers l'international, ce soit beaucoup plus simple pour elle. mhm, Mais je Peut-être ne également comprends pas en fait sa question rajouter, en... ouais, mhm, peut-être rajouter, Monsieur John, mhm, qu'aujourd'hui, il existe des associations fêtières qui mhm. accompagnent également les producteurs et les productrices, donc les PME et les TPE en ce sens. Donc, je veux citer la CEPEX, Oui. donc l'Agence sénégalaise de promotion des produits à l'export. Ces organisations fêtières légalement peuvent accompagner ces producteurs-là dans l'écoulement de leurs produits à l'échelle internationale. Et Mhm. donc, des formations sur l'emballage, l'étiquetage et autres sont souvent organisées par ces organisations. Donc, c'est un conseil que je lui donne afin de pouvoir écouler ses produits et puis mieux organiser son business. Merci. D'accord, d'accord, merci beaucoup. Alors, on va rapidement peut-être passer aux questions. Donc, on va revenir après pour les questions des participants. Donc, Monsieur Ndegen, je voulais vous demander comment déterminez-vous les canaux de marketing, donc en ligne, les plus efficaces? Euh, oui, pour déterminer les canaux, il faut, ça passe beaucoup par, il y a différents points. C'est comprendre, comme je l'ai dit plus haut, plutôt, c'est comprendre son public cible parce que si on comprend sa cible, on sait quels canaux on va utiliser pour pouvoir les toucher. Mais le plus important, c'est d'analyser les données qu'on va recevoir. En fonction des données qu'on va recevoir sur notre plateforme d'analyse, on peut déterminer ce qui ne marche pas. Mais Sergueï avait parlé justement du trafic qui convertit. Justement, si c'est la conversion qui est notre point essentiel, en fonction du trafic en fonction de la conversion qu'on va observer, on peut déterminer que ce canal est plus essentiel. Maintenant, si on veut voir en fonction d'un outil, on a les données en fonction des outils qu'on utilise pour pouvoir justement analyser que c'est ce canal qui marche ou pas. Ça, c'est l'analyse de données, c'est très important. On peut passer aussi par justement du A/B testing, mais le truc avec le A/B testing, c'est que les différents canaux, je ne conseille pas de faire du A/B testing pour déterminer les différents canaux parce que les canaux sont différents. Par exemple, vous ne pouvez pas faire vraiment du A/B testing pour déterminer est-ce que vous allez lancer une campagne justement sur du TikTok Ads ou du Facebook Ads parce que ces deux outils de publicité qui sont assez différents. Vous pouvez faire du A/B testing pour déterminer si vous allez lancer une campagne sur deux campagnes qui ont à peu près les mêmes paramètres, quelle campagne va le mieux marcher, mais pour mieux déterminer si un outil va marcher ou non, c'est l'analyse de vos données. Comment analyser vos données? C'est tout simple. Il y a des outils comme Google Analytics. Moi, je conseille tout simplement d'utiliser. Il y a différents outils d'analyse, mais le plus simple, c'est de tout simplement installer son Google Analytics qui est devenu GA4. Je vais passer par une parenthèse. Google Analytics classique, s'il y en a certains parmi vous qui l'utilisent, il va s'arrêter le 1er juillet et il faudra passer par GA4.
GA4, c'est l'outil qui va vous permettre d'analyser et c'est un outil, c'est le nouvel outil d'analyse de Google qui est fait dont je vais parler de trucs un peu complexes, dont le modèle d'attribution ou le modèle d'analyse est fait justement pour les sites de e-commerce parce que il y a différentes mises à jour qui se sont faites au niveau de Apple qui ne permettent plus justement d'analyser les outils correctement pour des outils comme Google Analytics. Donc, justement, avec votre GA4, votre Google Analytics 4, vous pouvez voir les données par canal et voir, par exemple, celui-là, il convertit, son trafic est intéressant, le taux de rebond est intéressant ou pas, et justement déterminer que c'est ce canal marketing que je vais utiliser plus que d'autres, parce que c'est avec celui-là que j'ai des résultats et je vais mettre de l'argent. Aussi, toujours calculer toujours calculer sa rentabilité, quoi, et pour ne pas justement dépenser de l'argent pour rien. Ça c'est des outils. Au niveau des outils qui sont gratuits, justement, comme l'emailing et tout ça là, c'est justement de suivre en fonction des KPI qu'on va définir, en fonction en fonction des outils de performance qu'on va déterminer, de voir est-ce qu'on atteint ces objectifs ou non. Donc, c'est tout simplement d'évaluer, d'analyser ces données, de tester, d'ajuster, de voir ce qui marche, ce qui marche pas, de cocher une case et de se dire, j'ai lancé l'emailing, je vois que je convertis plus. Par exemple, si je vais donner un exemple, vous lancez une campagne, par exemple, pour le Black Friday et vous lancez une campagne sur différents réseaux sociaux. Je le lance sur Facebook, je le lance sur Twitter, je le lance sur Google, je le lance sur LinkedIn. Et je lance à peu près la même campagne et je lance à mon public. Ça, c'est ce que je veux faire au début de mon site de e-commerce parce que j'en sais rien de ce qui marche. Bon, je sais vaguement, en fonction de ma cible, je me dis c'est ça qui marche, mais je vais quand même tester. Peut-être que je peux avoir il y a toujours une marge d'erreur. Et je vois que en fonction de ma cible, peut-être sur une cible, si c'est plus B2B, je vais avoir plus de résultats sur LinkedIn. Si c'est plus B2C, alors je vais l'avoir carrément sur Facebook et puis sur Instagram. Et par exemple, c'est plus B2C, parce que les sites de vente en ligne sont plus B2C. Donc, je vais plus avoir des résultats sur Facebook et sur Instagram. Et mon taux de conversion, il est bas. Mon trafic, il est bas sur LinkedIn. Je ne convertis pas bien. Je ne convertis pas bien sur Twitter. Donc, je vais lâcher ces deux canaux-là et je vais me concentrer essentiellement sur ces canaux. Donc, l'analyse de données, c'est votre ami si vous voulez déterminer quel canal est le plus efficace et celui qui n'est pas le plus efficace, tout simplement. Et ça passe par Google Analytics 4. Alors, soyez sûr d'installer votre Google Analytics 4. Il marche avec un autre outil qui s'appelle Google Tag Manager qui permet justement de linker votre plateforme à Google Analytics 4. Maintenant, tout ça s'apprend tout simplement comment utiliser son Tag Manager, comment le connecter à GA4, comment lire les données avec GA4, comment déterminer comment son trafic va marcher, comment déterminer ses KPIs et tout cela. Ça s'apprend. Et ça vous permettra justement de savoir que moi, je maximise sur ce canal-là. Parce que ce qui est bon avec GA4, c'est qu'il vous détermine les performances par canal. Et justement, vous pouvez vous dire, bon, à partir de maintenant, je privilégie ce canal, je privilégie pas ce canal. Récemment, j'ai eu des campagnes que j'ai lancées et justement, j'ai déterminé qu'avec les social media, ça marchait moins qu'avec le paid search. Donc, j'ai privilégié le paid search. C'est des petits trucs comme ça. Voilà. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, c'est très clair. Donc, pour savoir que tel ou tel canal est plus efficace, donc il faudrait d'abord comprendre sa cible. Donc, tester les différents canaux et puis faire ce qu'on appelle l'analyse des données. Donc, pour mieux voir quel est le canal qui donne plus de résultats. Donc, je pense que ça, c'est assez clair. Alors, M. Gaï, je voulais vous demander concernant le marketing d'influence.
En fait, comment utiliser le marketing d'influence pour promouvoir une boutique en ligne? Euh, En tout cas, très belle question. Donc, Mhm, comment utiliser le marketing d'influence pour promouvoir ses produits? Euh, Ce qui est intéressant, on va dire, c'est que, il y a beaucoup de choses, on va dire, dans le secteur de la vente en ligne. Parce que moi, je vais un petit peu me remettre dans la vente en ligne et plus axer les réseaux sociaux parce que finalement, c'est ça qu'on a le plus. Ils sont très rares, vraiment, les personnes qui ont des sites Internet. Donc, eux, comment ils peuvent maximiser? Ça va vraiment être l'utilisation d'influenceurs gros comme petit à voir et on se rend compte que les influenceurs peuvent être une vraie mine d'or, on va dire, pour une boutique en ligne. Mais il faut savoir aussi bien les sélectionner et bien les choisir. Bien choisir un influenceur parce que finalement, vous parlez à sa communauté. Et si vous parlez à sa communauté et que cette communauté-là n'est pas intéressée par le produit que vous voulez promouvoir, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est acheter de la publicité sur Google Ads qui va venir et finalement qui va se transformer en taux de rebond. Donc, ce qui est important toujours, c'est de faire l'analyse, de comprendre d'abord qui sont mes clients, qu'est-ce qu'ils veulent, de quoi ils ont besoin et vraiment créer, on va dire, toute sa stratégie marketing autour de ça. Parce qu'il faut juste comprendre, on parle souvent en marketing de persona, il faut vraiment avoir son persona client et savoir son client, c'est qui, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qu'il fait pour se détendre, c'est quoi ses amusements. Et vraiment, à travers tout ça, maintenant, comment choisir les bons influenceurs qui vont permettre de booster, on va dire, de booster mon produit. Typiquement, c'est savoir que, par exemple, que moi, je suis dans le culinaire, je vends des plateaux salés, j'ai un site Internet ou autre. Actuellement, on est en période du Ramadan. Sur quel influenceur je vais aller partager avec eux ou en tout cas faire peut-être sponsoriser ou faire en sorte qu'ils me fassent un post parce que je sais que cet influenceur-là, par exemple, est un critique culinaire, que tous les jours, des centaines de personnes le regardent et que vraiment, en plaçant ma publicité sur ce canal-là, je suis, en tout cas, j'ai beaucoup plus de chances de toucher la cible que j'avais déterminée dès le début, c'est-à-dire que des personnes qui ont jeûné et qui ont besoin d'acheter ou de préparer quelque chose pour le dogu et je peux leur livrer quelque chose, par exemple. Donc, je ne sais pas si la réponse est assez claire, mais c'est Oui, vraiment dans le cadre oui, de- oui, effectivement. Je voulais justement, si vous me le permettez, appuyer ce que vient de développer Monsieur Gaï. mhm, Et je voulais compléter en disant aujourd'hui, le marketing d'influence, c'est primordial, comme il a dit, mhm, de bien sélectionner l'influenceur avec qui on va travailler. mhm, Je reviens sur ce point parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément d'influenceurs, mais il faut savoir que mal sélectionner un influenceur avec qui on va collaborer peut même être à l'origine du déclin d'un produit. Dans lequel je m'explique. Si par exemple, vous êtes une entreprise plus ou moins professionnelle qui peut-être est en collaboration avec d'autres entreprises, il est important peut-être de prendre un influenceur qui rentre aussi dans ce cas de figure-là. Il ne faudrait pas peut-être prendre un influenceur qui a peut-être un public qui est peut-être beaucoup plus jeune, qui a peut-être une communication beaucoup plus proche que celle qu'on peut retrouver avec peut-être avec les entreprises. Comme il a dit aussi, ne pas prendre un influenceur qui n'a rien à voir avec le produit peut-être qu'on commercialise. Et mhm, aussi, ne pas prendre un influenceur peut-être parce qu'il est le plus populaire sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faut savoir une chose, quand on veut prendre un influenceur, ce qui est souvent important, c'est d'essayer de comprendre quel est leur taux d'engagement. C'est très important. Je pense qu'il faut peut-être faire, à la limite, dans un premier temps, établir une liste d'influenceurs avec qui on voudrait collaborer. Mais avant de leur donner le marché, peut-être essayer de leur demander de vous fournir des données sur leur taux d'engagement. Très important. On peut mhm, avoir un influenceur aujourd'hui qui a 1 million de followers, à titre d'exemple, sur Instagram, mais qui, en termes d'engagement, ne suit pas forcément parce que ses posts, son contenu n'est pas forcément très engageant, n'est pas forcément aussi très explicite. Là où on aura un influenceur qui a peut-être 250 000 abonnés sur Instagram et qui, quand il fait un post, peut facilement avoir un taux d'engagement beaucoup plus supérieur à celui qui a 1 million de followers. Donc, je pense que c'est important aussi de ne pas juste prendre, ne pas surfer forcément sur un influenceur qui est en réussite sur la période,
mais de choisir un influenceur qui va avec votre produit, qui a un bon taux d'engagement et qui surtout va respecter votre image de marque. En évidence aussi, par exemple, de choisir les mêmes influenceurs que vos concurrents directs. Je prends un exemple, c'est vraiment à titre d'exemple. Une société, par exemple, comme Orange qui utilise un influenceur, je ne recommanderais pas, par exemple, à Free d'utiliser le même influenceur. Voilà, comme vous voyez, par exemple, dans l'exemple du sport, qui est vraiment un exemple, notamment du football, qui est vraiment un exemple qu'on peut citer en termes de marketing d'influence. Vous ne verrez pas Lionel Messi jouer avec une godasse, avec des crampons Nike, à l'inverse de Cristiano Ronaldo, parce que derrière, une fois qu'il s'est engagé avec cette marque-là, il ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Moi, je pense que c'est très important de savoir éviter ces petits pièges-là et d'éviter surtout de surfer uniquement sur la popularité de l'influenceur. C'est ce que je voulais ajouter. Monsieur Gaï avait déjà Oui. je voulais juste revenir sur ces points-là. Merci. D'accord, merci beaucoup. Donc, M. Gay a parlé de tout ce qui est analyse des clients. Donc, qui est notre client et de quoi il a besoin. Donc, déterminer son profil. Bien choisir aussi son influenceur, comme aussi M. Kevin vient de le confirmer. Et je vois qu'à chaque fois, il y a ce qu'on appelle l'analyse de données qui revient. Donc, M. Kevin, donc, je vais vous redonner la parole pour vous demander comment utiliser les données d'analyse pour optimiser sa stratégie de marketing digital. Alors, c'est une question fondamentale aujourd'hui. Pourquoi? Parce que déjà, avant de pouvoir analyser des données, je pense il faut déjà définir une stratégie, l'objectif de vos campagnes, dans le sens où on analyse des données selon des KPI qui avaient été mis en place préalablement. Ça veut dire que vous lancez peut-être une campagne marketing, peut-être l'objectif, c'est d'avoir peut-être plus de followers. L'objectif, c'est d'avoir peut-être plus d'interaction avec votre communauté. L'objectif, ça peut aussi être peut-être de générer plus de ventes. Donc, une fois que vous avez mis des campagnes qui visent à atteindre ces objectifs-là, au terme de ces campagnes-là, il faudrait analyser les données pour voir si les KPI que vous aviez préalablement déterminés ont été atteints ou pas. Et ça, ce n'est uniquement possible qu'avec l'exploitation des données que vous avez à votre disposition. Ces données sont faciles d'accès aujourd'hui. Par exemple, si on prend le cas des réseaux sociaux ou d'un site en ligne, avec Google Analytics, une fois de plus, vous pouvez avoir des données assez claires sur, par exemple, quelle page de votre site web est la plus visitée, quel produit est le plus consulté, combien de temps font les visiteurs sur votre site web, sur quelle page ils passent plus de temps. Ça vous permet, ce genre de données, par exemple, peut vous permettre soit d'améliorer davantage les pages qui sont les plus consultées, ou soit ça vous permet de vous remettre en question sur les contenus qui sont les moins consultés. Et donc, ça vous permet soit de faire des mises à jour, soit d'améliorer ces pages-là, ou soit alors de continuer dans ce qui marche selon votre analyse. Donc, il est important aujourd'hui de comprendre qu'il ne suffit pas seulement de lancer des campagnes, mais il est primordial d'analyser ces données parce que ça vous permet derrière, même dans vos campagnes de retargeting par exemple, c'est ça qui vous aide à savoir par exemple quel utilisateur est venu et a peut-être eu du mal à se décider. Vous pouvez le relancer et cela peut vous permettre d'avoir un meilleur taux par exemple de conversion. J'espère que j'ai répondu clairement à votre question. Oui, d'accord, merci beaucoup. Vous avez clairement répondu à la question. Donc, pour aller vite, je vais donner la parole à Madame Diagne pour lui demander comment utiliser la vidéo ou bien des partenariats avec les autres entreprises pour promouvoir sa boutique en ligne. Merci beaucoup, Monsieur Dien. Alors, sur la question comment utiliser la vidéo pour promouvoir une boutique en ligne, ce qu'il faudrait retenir, c'est que quand on décide d'utiliser une vidéo, il faudrait vraiment travailler
raccourcir ces vidéos. C'est-à-dire aujourd'hui, une vidéo de 30 secondes à 1 minute permettrait de capter l'attention du prospect. Donc, il faudrait vraiment être très efficace. Et dans ces types de vidéos qu'on pourrait partager au niveau des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, il faut bien choisir les mots pour être le plus impactant et persuasif. Car nous le savons, il faut capter l'attention et faire passer à l'action. Donc, si vous partagez une présentation de 5 à 20 minutes, vous pouvez faire une extraction d'une séquence de la vidéo qui soit attractive d'une durée de 15 minutes afin de rediriger vers votre boutique en ligne. Et là, vous avez plus de chances de rediriger car vous créez une frustration chez le prospect curieux de connaître la suite de votre présentation. Un autre conseil également sur l'utilisation des vidéos, c'est que pendant la création de ces vidéos, il faut vraiment aller tout droit au cœur du sujet, de façon à capter toujours l'attention dès le début de la vidéo et éviter surtout les présentations du genre boutique 221 est une boutique en ligne qui permet, mais vraiment opter pour une phrase, par exemple, du genre vous en avez marre de perdre votre temps, donc boutique 221 est là pour vous assister. Donc, bref, ce sont des exemples que je peux citer et utilisez vraiment des messages qui font passer à l'action. Donc, sur le plan des partenariats stratégiques, donc je pense qu'une boutique en ligne doit vraiment créer des partenariats stratégiques profitables pour développer son business. Et tisser un partenariat stratégique, comme vous le savez, permet de rentrer en relation avec des acteurs influents de votre marché qui vous permettront d'accéder à un fichier de clients important qui a été déjà trouvé par ces derniers. Donc, ceci permet non seulement d'optimiser votre temps dans la recherche de nouveaux clients, mais vraiment de parvenir à des partenariats stratégiques réussis. Et pour ce faire, nous conseillons aux participants de toujours bien identifier son partenaire. Donc, toujours essayer de mettre en relation vos points en commun et initier la relation. Par exemple, si le partenaire organise des événements aujourd'hui, il faudrait tout faire pour y participer en tant que client afin de permettre de tisser des relations de confiance et aussi dans le temps, sachez les entretenir. Donc, proposer également des partenariats stratégiques long terme et bien démontrer aux partenaires la valeur ajoutée que vous pouvez apporter à votre, que vous pouvez lui apporter et vice versa. Donc, la proposition de partenariat également stratégique passe par des échanges de services. Lorsque vous êtes acteur de la chaîne, vous pouvez aujourd'hui offrir à vos partenaires des services qui soient inclusifs et dans le cadre d'un écosystème inclusif. Donc, voilà. D'accord, merci beaucoup, Madame Diagne. Alors, je vois qu'il est déjà 12h12, donc peut-être nous allons prendre quelques questions. Ou bien, monsieur Kevin, vous voulez intervenir rapidement? Oh oui, très rapidement, parce que Madame Diagne a tout dit. C'est juste pour revenir sur les partenariats, par exemple, dans le cadre d'une boutique en ligne. Ce que moi je recommande, par exemple, aux gens que j'accompagne, c'est souvent de miser sur des partenaires qui peuvent vous permettre d'intégrer du cross-selling sur votre site internet, par exemple. Je prends un exemple d'une boutique en ligne de commercialisation de vêtements, par exemple. Vous pouvez avoir un partenaire, peut-être un créateur de chaussures locales, avec qui vous pourrez peut-être décider de mettre certains de ces articles sur votre site, si celui-ci n'en a pas, ou alors, et vice-versa, si vous avez vous aussi déjà votre site et que votre partenaire l'a également, vous pouvez faire un échange de services, comme l'a bien suggéré Madame Diagne. Vous pouvez faire un échange de services, par exemple.
je vends des robes pour femmes, j'ai un partenaire qui vend des bijoux. Qu'est-ce que je fais à côté sur mon interface peut-être, je peux lui réserver quelques petits placements où je pourrais mettre plus ou moins quelques-uns de ces bijoux et vice-versa. Sur le site de mon partenaire, je pourrais gagner quelques petits encadrés où je pourrais aussi placer rapidement, peut-être mes tenues. Donc, je pense que c'est des petits tips collaboratifs qui peuvent vraiment permettre d'avoir un partenaire très, très, très lucratif si celui-ci, plus ou moins, respecte aussi quand même la proximité entre les produits et si cela est bien ficelé entre les deux partenaires. Merci. D'accord, merci beaucoup. Donc, c'est très clair pour l'utilisation d'une vidéo et aussi les partenaires stratégiques. Alors, nous allons prendre 3 questions avant de clôturer. Il y a Virginia Combe qui demande à quel moment peut-on savoir qu'une stratégie digitale est efficace? Donc, Clients. Monsieur Gay, oui. Quand il y a beaucoup de clients. Quand il y a beaucoup de clients. C'est la finalité. Hein? Alors, ça dépend aussi peut-être, une fois de plus, on en a parlé tout à l'heure, je pense que ça dépend aussi peut-être de l'objectif de votre campagne digitale. Parce que toutes les campagnes digitales n'ont pas le même objectif, une fois de plus. Un de mes confrères vient de dire tout de suite beaucoup de clients. Ça pourrait être un objectif parmi tant d'autres de votre stratégie digitale. Comme je dis, on ne recherche pas tous la même chose à travers nos stratégies. Certains peuvent mettre en place une stratégie parce qu'ils sont à la recherche de notoriété. Certains peuvent mettre en place une stratégie parce qu'ils sont à la recherche justement de vente. Ils veulent améliorer et booster leur vente. Donc, si par exemple, vous mettez en place votre stratégie digitale pour de la vente, mais qu'en retour, vous gagnez peut-être plus de notoriété, ça va dépendre de comment vous interprétez cette donnée-là. Est-ce que vous voulez avoir une conversion en vente tout de suite ou est-ce que vous misez peut-être sur du plus long terme, lequel cas peut-être l'acquisition d'un nouveau public pourrait vous aider dans ce sens-là. Donc, il faudrait définir, j'en ai parlé tout à l'heure, il faudrait préalablement définir les KPI de sa stratégie digitale. Ensuite, interpréter les données une fois que le délai de la mise de la campagne est passé. Analyser ces données-là pour savoir est-ce que nos KPI qu'on avait préalablement établis ont été atteints. Et ce n'est qu'une fois qu'on a ces éléments de réponse-là qu'on peut déterminer si notre stratégie digitale a fonctionné ou pas. OK, d'accord, M. Gay. Alors, M. Gay, moi, je taquine plus de choses, sachant que dans la vente en ligne, que ce soit de notoriété, que ce soit la seule chose qui les intéresse au final, c'est combien de clients ils ont eu en plus. Je rajouterais que je rajouterais que le nombre de clients est déterminant, c'est vrai. Mais si on parle de vente en ligne, plus simplement, c'est le niveau de rentabilité, au fait. En fonction de tout ce que vous avez dépensé, si vous calculez votre retour sur investissement et que votre retour sur investissement est positif, alors votre stratégie de marketing digital est efficace. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre de l'argent. Il faut toujours garder en tête que je ne dois pas, dans ma stratégie de marketing en ligne, pour une boutique en ligne, je ne dois pas perdre de l'argent. En fonction de tout ce que j'ai investi, les outils que j'ai achetés, les publicités que j'ai lancées, en fonction des coûts que j'ai fait pour commander des produits, etc., pour mettre à jour mon stock et tout, si mon retour, en fonction de tous mes revenus que j'ai eus, j'ai un retour sur investissement positif, alors ma stratégie, elle est bonne. Donc, c'est important d'avoir beaucoup de clients, mais d'avoir un retour sur investissement positif. Donc, calculez votre retour sur investissement. Il est assez simple à calculer. Vous divisez et vous prenez vous divisez votre vous prenez votre revenu et vous le divisez par vos dépenses et vous calculez votre taux
de votre taux de retour sur investissement. S'il est supérieur à 2, vous êtes bien. S'il est inférieur à 2, alors commencez à vous poser des questions. Alors, Ok, d'accord. peut-être juste rajouter également, c'est vrai qu'écouler ces produits démontre que sa stratégie peut-être marketing a bien fonctionné. Mais il y a l'aspect également qui est très important, c'est l'aspect de la fidélisation. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement évolutif et les sites de e-commerce se multiplient. Donc, il faudrait tout faire pour également avoir une stratégie qui puisse vous permettre de fidéliser vos clients et de pouvoir compter également sur eux pour de nouveaux achats. Merci. D'accord, merci beaucoup. Alors, donc, pour Alors, définir une... rapidement, si vous permettez, je voudrais appuyer ce que vient d'ajouter Madame Diagne, parce que comme c'est important de dire aux entrepreneurs, par exemple, que aujourd'hui la vente n'est pas, en tout cas à mon sens, la vente n'est pas forcément un indicateur, n'est pas forcément le seul indicateur à prendre en compte dans la vente en ligne. Parce que comme elle a bien suggéré, on peut acheter aujourd'hui et ne pas racheter demain. Donc, une fois de plus, il faut définir l'objectif de votre stratégie. C'est très important. Et généralement, une bonne stratégie digitale ne peut pas se baser sur un seul axe, à savoir peut-être la vente. Comme elle a dit, on peut rajouter à ça la fidélisation, on peut rajouter à ça le développement de sa notoriété pour pouvoir vendre sur la durée. Parce que pour moi, faire une campagne, une stratégie pour vendre aujourd'hui et peut-être sortir du marché est une stratégie, à mon sens, défaitiste. Alors que si on mise aussi sur d'autres axes comme la fidélisation ou la notoriété, ça nous permet d'assurer une pérennité à notre structure. Donc, pour moi, c'est important de ne pas dire aujourd'hui, de ne pas dire ou appuyer sur ce point auprès de nos entrepreneurs à dire est-ce que vous avez réussi les ventes? Oui, il peut réussir la vente aujourd'hui, mais est-ce que demain, il aura les mêmes clients qui reviendront? Sachant qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile de fidéliser que d'accéder à de nouveaux clients. Parce qu'on peut prendre un nouveau produit juste parce qu'on veut le tester pour savoir s'il est bon et après derrière ne plus jamais consommer ce produit-là. Donc, il est important de miser sur d'autres canaux qui permettent de survivre sur la durée plutôt que sur l'instant T. Merci. Sur l'instant T, d'accord, merci beaucoup. Alors, je comprends bien les positions. Hein, donc, quand quelqu'un dit que voilà, il veut de l'argent tout de suite, lui, il ne voit que ce qu'il vend. Donc, en réalité, parfois, certains, ils sont juste intéressés par ce qu'ils font par rapport à une stratégie définie. Et puis, si la campagne est terminée, donc voilà, ils vont voir s'ils ont vendu ou pas. Effectivement, vous avez aussi parlé de la fidélisation client, donc Madame Diagne et Monsieur Nanena. Donc ça aussi c'est important. Si quelqu'un achète aujourd'hui, est-ce qu'il va encore acheter demain? Donc c'est bien aussi par rapport à sa stratégie de définir aussi cette fidélisation-là. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. Nous allons aussi voir la question de Nafi Djahate. Madame Nafi Djahate qui demande est-ce qu'il y a une possibilité d'utiliser les intelligences artificielles comme ChatGPT et Midjourney pour son e-commerce? Si oui, dans quelle perspective? Donc là, il y a un thème, je pense, un webinaire qui sera consacré à l'utilisation de l'intelligence artificielle même sur le e-commerce. Donc, si vous pouvez apporter des éléments de réponse à Madame Diabaté. En attendant. Oui, monsieur. Les intelligences artificielles, c'est essentiellement, pour l'instant, vous pouvez avoir, j'ai un collègue qui a fait un test qui est très intéressant pour déterminer d'une agence Facebook Ads qui a fait un test très intéressant. Pour déterminer comment votre persona pense, comment votre cible pense, il a demandé à ChatGPT de simuler la discussion avec une cliente qui serait intéressée par son produit. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décrit le produit à ChatGPT, il a parlé de son produit, il a parlé de sa boutique en ligne et tout ça là.
Et ChatGPT a simulé le client. Et lui, il a posé des questions pour savoir quelle satisfaction. Et ça lui a permis de voir comment axer sa communication. Mais c'est très intéressant parce que des fois, vous n'avez pas eu le temps de faire juste avant l'intelligence artificielle, nous, ce qu'on faisait, c'était de convoquer des clients, de discuter avec eux et puis de déterminer s'ils étaient contents de la plateforme ou non. Mais là, ça permet de simuler rapidement, justement, est-ce que nos publicités peuvent être efficaces avec les clients ou non. Mais au stade où sont les intelligences artificielles, je ne sais pas parce que je n'ai pas utilisé ChatGPT-4, c'est pas des informations à prendre à 100%, mais ça reste un bon indicateur parce que ça vous met sur la voie. Ça, vous pouvez justement essayer de mieux comprendre votre cible avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez aussi travailler mieux votre contenu avec l'intelligence artificielle parce qu'il y a des intelligences artificielles, oui, qui permettent de créer des vidéos en fonction d'avatars. Il y a des intelligences artificielles qui permettent de créer du contenu visuel sans avoir à utiliser nous-mêmes. Il n'y a pas que ChatGPT et Midjourney qui permettent de créer justement des visuels ou bien d'avoir des graphiques sans avoir à aller les chercher. Juste avec quelques mots, il crée la vidéo. Juste avec quelques mots, il crée les visuels. Et avec ChatGPT, c'est beaucoup plus du textuel. Donc, si vous avez besoin vraiment de tester des choses textuelles, vous pouvez y aller avec ChatGPT. Donc, je peux dire que sur le contenu et sur la compréhension de la cible, les intelligences artificielles peuvent beaucoup aider. Mais de ne pas reposer justement la construction de sa stratégie 100% sur les intelligences artificielles. Il m'arrive, je ne le cache pas, d'utiliser ChatGPT de temps en temps pour justement aller plus vite. Mais c'est pas du 100%. De pas se dire c'est du 100%, ChatGPT va me faire. Parce que ChatGPT m'a fait beaucoup d'erreurs parfois. Okay. Donc, c'est en ça que je dirais que c'est intéressant à utiliser. D'accord. Donc, les intelligences. Peut-être juste dire aujourd'hui, moi je pense que l'intelligence artificielle peut drastiquement booster les ventes sur votre site de e-commerce. Car un robot aujourd'hui qui est capable d'alerter vos potentiels clients lorsqu'ils recherchent des informations précises, peut également assurer des ventes additionnelles. Donc, je pense que oui, l'intelligence artificielle peut-être aujourd'hui pour booster votre site de e-commerce, mais il faudra savoir comment l'utiliser avec des mots-clés. Merci. D'accord, merci beaucoup. Alors, effectivement, hein, l'intelligence artificielle, on peut l'utiliser. Les gens parlent de ChatGPT, Midjourney, DID, etc. Mais même au niveau local, je pense qu'il y a des projets concernant le e-commerce, donc pour l'intelligence artificielle. Par exemple, si on regarde au Sénégal, bon, dans notre marché, beaucoup de commerçants n'ont pas peut-être fait l'école, n'ont pas fait le français. Donc, par exemple, ce commerçant-là, comment il pourrait mettre ses produits en ligne, faire une description, etc. Donc, je pense qu'actuellement, il y a des modèles qui sont en train d'être développés ici au Sénégal et qui pourraient être intégrés au niveau des sites. Par exemple, quelqu'un qui pourrait dire ou bien faire une description en Wolof et puis peut-être l'intelligence artificielle écrit et puis voilà, met le produit après validation, voilà, le produit est en ligne. En tout cas, il y a des projets, je pense, ici au Sénégal, et puis les jeunes aussi sont en train de développer dans ce domaine aussi des merveilles. Peut-être que ce n'est pas encore au grand jour, mais bon, je reste optimiste aussi étant dans ce domaine-là. Alors, nous allons peut-être clôturer, hein, parce que c'est vrai qu'il y a quelques questions, mais on va essayer peut-être après de résumer tout ce qu'on a dit ici, et puis peut-être l'envoyer, pourquoi pas, aux participants pour peut-être pouvoir répondre à leurs questions. Je vais essayer peut-être de donner la parole à nos panélistes pour leur mot de fin. Donc, je vais d'abord donner la parole à monsieur Ndegen.
Oui, j'étais très content de partager avec vous, de partager avec Monsieur Gay, Monsieur Omanea et Madame Diagne et vous, Monsieur Diagne. Et remercier aussi Madame Ba de m'avoir convié à ce panel. C'était hyper intéressant d'échanger avec tout le monde. Si je dois résumer, pour moi, clairement, la vente en ligne, c'est c'est beaucoup en lien avec le marketing de performance. D'ailleurs, je vais faire un aparté parce que je me bats pour ça un peu, pour l'utilisation de la publicité en ligne en Afrique, la manière dont on l'utilise. Donc, je mets quelques minutes à l'utiliser. C'est un canon. La publicité en ligne, c'est essentiel pour, si je dois résumer un truc, voilà. La publicité en ligne, c'est essentiel pour votre campagne de publicité en ligne. C'est vrai que au Sénégal et en Afrique plus particulièrement, on ne va pas forcément commander sur la plateforme en ligne. On peut commander sur Facebook en appelant ou bien sur WhatsApp directement. J'ai eu des clients avec qui j'ai travaillé sur des stratégies de publicité qui rédigeaient directement sur le Facebook ou bien sur le WhatsApp. Et donc, le trafic, vous pouvez avoir du trafic important, mais le trafic, c'est vous qui avez l'influence dessus. En fonction de la manière dont vous ciblez, vous pouvez avoir du trafic qui est efficace, qui viendra justement sur votre WhatsApp et que vous pouvez convertir sur votre WhatsApp. J'ai une cliente avec qui j'ai travaillé qui vend des pagnes, qui a très bien réussi comme ça, en passant par du Facebook Ads et en ayant un seuil de conversion qui est très intéressant sur WhatsApp. N'ayez pas peur d'investir. Parce que si vous ne passez pas par les SCM, si vous ne passez pas par la publicité en ligne, et si vous choisissez juste de passer par une stratégie organique, vous allez perdre du temps. Je n'ai pas peur de le dire, vous allez perdre du temps. Si vous voulez passer à un second niveau et vraiment convertir en masse, vous êtes un peu obligé de passer par la publicité en ligne parce que c'est ça qui va réellement booster vos ventes. Pourquoi? Parce que le remarketing convertit énormément et vous pouvez remarketer vos cibles en collectant les données. Ce que vous pouvez difficilement faire avec des publicités organiques, avec du trafic organique. Donc, la publicité, n'en ayez pas peur. Juste travailler avec des professionnels qui s'y connaissent, formez-vous et booster vos ventes. C'est très important. Et pour résumer une autre fois, encore une fois, l'organique, soyez créatifs aussi. Utilisez du contenu qui est innovant, du contenu qui est vidéo, beaucoup de contenu vidéo parce que maintenant, on est passé au contenu qui est plus vidéo que visuel. Et surtout, pensez à analyser vos données, c'est très important. Voilà. Merci beaucoup, M. Ndegen, pour votre intervention très pertinente. Alors, M. Gay. Donc oui, bon, pour moi, mon mot de la fin, d'abord, je remercie vraiment mes panélistes qui, je pense, on a eu à avoir des échanges qui ont été très importants. Et je remercie vraiment Madame Ba de m'avoir convié à ce webinaire. Après, peut-être que ça aurait été plus intéressant, je pense encore, si on aurait pu avoir quelque chose de présentiel, mais après, à voir aussi si vous êtes dans la capacité d'organiser ça. Ouais. Mais vraiment, moi, je dirais, et ce serait vraiment un message à l'ensemble des personnes qui nous écoutent, c'est d'éviter de vouloir recréer la roue. D'éviter de vouloir recréer la roue, c'est-à-dire que la vente en ligne, le e-commerce, sont métiers qui sont, c'est plusieurs métiers. Je pense que ça a coupé. J'ai eu un double appel. Donc, c'est plusieurs métiers en fait qui sont à l'intérieur. Donc, ça peut être compliqué pour une personne de tout faire. Donc, pourquoi je dis éviter de recréer la roue, c'est aller vous
vraiment allez vous trouver des partenariats stratégiques avec un développeur, des informaticiens, une agence de communication, ou même si vous avez la possibilité et vous n'êtes pas encore prêt à lancer votre site e-commerce tout de suite, allez vous inscrire sur un site comme Boutique 221, Boutique Sénégal, allez promouvoir vos produits sur Extra Dakar ou sur Boncoin. En fait, vraiment, essayez d'aller prendre le trafic là où il est. Parce qu'aujourd'hui, le plus compliqué, c'est pas de créer un site Internet, c'est de maintenir ce trafic-là. Donc, essayez d'aller là où se trouvent vos clients pour pouvoir justement gagner du temps. Et après, vraiment, essayez de voir comment mettre en place toutes les différentes stratégies qu'on a eu à parler tout à l'heure. Mais il faut vraiment se rendre compte que une boutique en ligne, un e-commerce, c'est un travail à part entière avec une partie vente, une partie relation client, une partie sécurité du site, une partie marketing, une partie achat et réapprovisionnement du produit. Et c'est une équipe qui peut faire ça et il faut vraiment se rendre compte quand on se lance dans ce genre de projet. Merci à vous. D'accord, merci beaucoup, M. Gay. Alors, M. Kevin. Oui. Alors, pour ma part, je vais commencer d'abord par remercier Madamba pour son invitation et également l'ensemble des panélistes pour ce riche échange. Je pense que ceci est une très, très bonne initiative. Ça permet toujours de compléter parce que faut pas se tromper, même nous, les panélistes, en tout cas, pour ma part, j'en apprends, par exemple, de mes confrères panélistes, parce que le digital est en constante évolution. Et comme vient de le dire M. Gaye, on ne peut pas tout maîtriser. Donc, il est important de se reposer sur les professionnels qui ont peut-être une meilleure maîtrise de ces choses-là. Donc, oui, très bonne initiative. J'espère vraiment qu'il y en aura d'autres dans ce sens-là, peut-être en présentiel, ce qui serait aussi très intéressant. Voilà, à voir dans l'avenir. Pour le mot de la fin, je dirais, pour ma part, en ce qui concerne le e-commerce, tout ce qui est boutique en ligne, étant spécialiste du branding, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement sous-estimé aujourd'hui. Je dirais que c'est bien de mettre en place un site peut-être e-commerce, mais il faudrait aussi peut-être miser sur les marques. Je pense que c'est important de valoriser son produit, pas seulement le site, mais d'abord son produit. On peut avoir le meilleur site du monde, avoir le meilleur référencement, aussi bien naturel que payant. Si on n'a pas un produit attractif, on aura beau investir énormément sur la communication ou tout ce qui va avec, on pourrait passer à côté d'une rentabilité. Donc, il est important aujourd'hui de développer, d'apprendre en Afrique à développer des images de marque pour nos produits, mais de comprendre aussi que le e-commerce est un métier à part entière. Ce n'est pas juste un truc qu'on fait parce qu'on cherche peut-être un complément de revenus. C'est un réel métier qui peut amener, qui peut aboutir à une forte croissance sur le plan économique. Donc, il faudrait miser sur ces aspects-là, développer la marque, bien communiquer sur ses produits, aller trouver les clients là où ils sont et surtout primordial, il est important de s'entourer des professionnels pour se faire accompagner. Le dernier point sur lequel je vais appuyer, c'est de ne pas se tromper. Il faut investir également dans le digital. Beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui, il suffit peut-être de créer son site Internet, avoir ses pages sur les réseaux sociaux et que ça suffira pour booster ses ventes. C'est vrai, il y aura sur le plan organique, comme l'a dit monsieur Ndigen, sur le plan organique, c'est vrai, ça va vous rapporter quelque chose, mais on ne va pas se mentir, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter et whatever, tout le monde a créé une solution pour la rentabiliser. Donc, moins vous allez investir aussi sur ces plateformes-là, moins vos produits seront visibles. Donc, plus aussi vous allez plus ou moins investir qualitatif avec des campagnes bien ciblées, plus aussi vous pourrez avoir des résultats positifs. Donc, il faudrait comprendre qu'aujourd'hui, on n'a rien sans rien, aussi bien en termes d'efforts financiers qu'en termes d'efforts qualitatifs du produit. Merci. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole à Mme Diagne. Merci Elle beaucoup. nous entend encore. Merci beaucoup, M. Dia. Alors,
en tant que ressource d'une association panafricaine qui regroupe une vingtaine de pays et qui fait la promotion des guichets uniques et de la facilitation des échanges, nous ne pouvons que vraiment saluer ces initiatives qui sont menées au niveau national. Donc, vraiment, merci à Madame Ba de m'avoir confié à ce webinaire à travers lequel vraiment j'ai beaucoup appris également de mes pairs. Alors, donc, juste comme recommandation, moi, je pense que comme j'ai été interpellée sur les aspects de sécurité, je reviens sur la nécessité de renforcer la sécurité de votre boutique en ligne pour entretenir une relation de confiance avec vos clients. L'autre aspect, c'est en termes de marketing digital, il faudrait vraiment essayer de tout faire pour avoir un message qui puisse impacter et un message qui soit précis. Donc, sur le plan de tout ce qui est vidéo en ligne. L'autre recommandation, c'est par rapport également au partenariat stratégique. Je reviens également sur cet élément-là pour demander aux boutiques en ligne de tisser des relations de partenariat de qualité qui puissent leur permettre davantage d'être visibles. Alors, la dernière recommandation et mon mot de fin, c'est un cri de cœur. Pourquoi un cri de cœur? Parce que, en fait, nous avons constaté qu'aujourd'hui, au niveau de beaucoup de pays, les initiatives sont bel et bien présentes pour accompagner les stratégies nationales de e-commerce, mais nous pensons qu'il faille mutualiser ces initiatives-là, parce qu'aujourd'hui, pour avoir une stratégie nationale réussie, il faudrait qu'on puisse mutualiser ces initiatives, se mettre ensemble autour d'une plateforme afin de pouvoir trouver des synergies. Parce que si, par exemple, je donne l'exemple tel X est là-bas en train de faire la promotion de la stratégie nationale à travers des boutiques en ligne, l'autre Y est là-bas en train également de mener des initiatives et tout ceci, je pense qu'on pourrait les regrouper pour un impact beaucoup plus inclusif. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Alors, du côté de Gaïndé Aminata, si vous voulez prendre la parole. Bon, juste vous remercier à vous les panélistes de nous avoir permis d'élucider certaines questions pour les utilisateurs des boutiques en ligne et remercier le modérateur qui est toi, Tamsir, et tous les autres panélistes et vous dire que certains d'autres séances de webinaires viendront pour plus entrer dans les détails pour les boutiques, le commerce en ligne. Merci. D'accord, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à tous. Donc, Boutique 221 est une initiative du ministère, d'accord, de l'État du Sénégal. Donc, c'est un outil pour tout le monde et chaque commerçant peut ouvrir sa boutique en ligne. Donc, c'est gratuit. Donc, c'est un ensemble de boutiques qui sont dans une plateforme et que dans chaque boutique, quand vous entrez, il y a les produits. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire, boutique 221.sn. Donc, créez votre boutique, c'est gratuit. Et puis, mettez vos produits. Et comme le slogan le dit, Ubitei Jai. Alors, nous allons remercier l'ensemble de nos panélistes pour d'abord vos parcours inspirants. Et puis, surtout pour la qualité aussi des réponses par rapport à nos questions. Donc, aujourd'hui, on parlait de comment développer une stratégie de marketing digital, donc qui serait efficace pour une boutique en ligne. Merci beaucoup en tout cas pour vos réponses. Nous remercions aussi le public et désolé pour les questions qui ne sont pas répondues. C'est parce que le temps ne me le permet pas. Nous remercions aussi le ministère, donc à travers ceux qui sont dans le projet, Hassan, Farah, etc. Nous remercions aussi l'ensemble de l'équipe de Gaïndé 2000. Donc, Aminata est ici présent, M. Diagne, on le remercie, M. Yague,
On remercie Harim, tout le monde, en tout cas, et aussi Betty aussi qui gère Maramba, qui gère aussi le projet actuellement. Nous remercions aussi les partenaires comme Imosir aussi, qui actuellement finance une partie du projet. En tout cas, merci beaucoup à tous. Et avant de clôturer, peut-être nous allons prendre une photo. Hein. Je ne sais pas si on peut allumer les caméras. Ça va publier. Allez. Madame Diagne. Madame Diagne, ngeen ne doo taal sa caméra. Grave. Monsieur Gay. Oui, Merci beaucoup. attendez, voilà. Ah, voilà. Cordially. Alors, Madame Ba, d'accord. Avec un petit sourire, en disant Chess. On va faire une petite capture. Allez, c'est fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Merci Et à vous. prochainement, nous allons parler aussi de notre thème concernant le e-commerce et surtout l'utilisation aussi des réseaux sociaux pour obtenir des clients et générer plus de revenus. Ce sera le prochain thème, Inch'Allah. On communiquera la date. D'accord. Et merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci, bonne journée à tous. C'était un plaisir. Merci. Bonne Merci journée. à vous.